Bonjour et allô à toutes et à tous, ici Berlin. Petit retour en arrière, été 2021, quand il a fallu trouver un nom pour ce podcast, l'idée du K s'est imposée parce que l'un des fondamentaux de la politique allemande, ce sont les Koalitionen, la recherche permanente du point d'équilibre politique, élection après élection, au cas par cas. Ce qui marche une fois peut échouer après, ce qui fonctionne ici peut rater là-bas. Et pourtant, malgré toutes ces spécificités liées à l'histoire et au fédéralisme notamment, c'est bien sur ce modèle allemand que la France lorgne en ce moment. Il va falloir former une coalition au risque de s'embourber dans une crise de régime. Mais comment ne pas confondre compromis et compromission ? Y a-t-il un mode d'emploi, un manuel, sans tuto sur YouTube ? Sait-on au moins quels sont les pièges à éviter ? Bienvenue dans cet épisode spécial, pas prévu évidemment, comme beaucoup des événements politiques récents, mais avant la pause de l'été, notre petite équipe avait encore des ressources pour vous aider à voir plus clair dans ce grand bazar politico-médiatique du moment où l'on lit et où l'on entend beaucoup de bêtises sur le système allemand. L'Allemagne à la rescousse pour sortir la France d'une impasse de régime. Point d'interrogation, en réalité, vous vous en doutez, c'est bien plus compliqué que cela. Et je retrouve au micro le directeur adjoint de l'Institut franco-allemand du DFI, Stefan Seidendorf. Allô Stéphane. Bonjour Hélène. Par où commencer ? Peut-être il faut rappeler qui a la légitimité pour former une coalition ici, en Allemagne. Parce qu'en France, en ce moment, visiblement, c'est la question centrale. On a autant le bloc de gauche que le camp de Macron qui revendique le droit de monter une alliance en ce moment. Alors en Allemagne, il y a une tradition qui veut que ce soit le parti qui a eu le plus grand nombre de députés dans l'Assemblée nouvellement élue, donc au Bundestag. C'est à ce parti qu'il revient de monter une coalition. Je vous donne juste un exemple. En 2017, ensemble, les trois partis de la gauche, Rot-Rot-Grün, avaient une majorité absolue en siège, mais ils vont laisser la main à Angela Merkel et à la CDU qui, elle, est arrivée toute seule, très largement en tête, parce qu'on considère que ça reflète en fait les intentions des électrices et des électeurs qui ont en quelque sorte donné un mandat à Angela Merkel à cette époque pour renouveler sa coalition. C'est ça l'esprit, Stéphane ? Oui, tout à fait. Il faut quand même une certaine politesse démocratique. On laisse à celui qui est arrivé en premier, qui exprime le mieux le souhait des électeurs et des électrices de tenter de former une coalition. Ensuite, il y a aussi l'autre cas de figure. Quand visiblement celui qui est arrivé en tête, il n'arrive pas à former une coalition, ben, il y a les autres qui prennent les choses en main et qui font à sa place ou qui font avec une coalition différente. Et c'est ça qui permet en fin de compte d'arriver à une majorité absolue, le but recherché. On peut prendre un autre exemple. Si on regarde l'actuelle coalition, en théorie, les deux petits partis, les Verts et les libéraux, auraient très bien pu s'allier avec les conservateurs de la CDU. On aurait même pu penser qu'il y aurait pu avoir une grande coalition entre le SPD et la CDU. Mais finalement, on a considéré que le mandat donné par les Allemandes et les Allemands ne pouvait pas exclure le SPD du pouvoir parce que cela n'aurait pas assez reflété la réalité électorale, avec notamment une très grande demande pour voir le SPD accéder aux manettes en provenance de l'Est, et puis les jeunes aussi avaient massivement plébiscité les libéraux et les Verts. Voilà, toute cette affaire des coalitions, ça a beaucoup à voir avec les réalités. Il faut faire face aux réalités. La campagne électorale, elle est finie. Tout le monde redescend de son cocotier, de son palmier pour faire face aux réalités. Et puis, si à toute évidence, au bout de 16 ans, il y a une volonté d'alternance, ben, on ne va pas demander à la CDU de reformer un gouvernement qui est au pouvoir depuis 16 ans. C'est une nouvelle coalition qui prend le dessus, même si le SPD aussi, il avait beaucoup perdu dans ces élections. Donc là, si on transpose cette règle allemande à la situation française actuelle, on se dit que c'est logiquement au nouveau Front populaire, avec ses 182 sièges, qu'il revient de prendre la main sur les négociations de coalition et de faire des propositions aux autres forces en présence pour décrocher une majorité. Pas forcément. On pourrait aussi argumenter à contre-courant et dire le plus grand parti, c'est le Rassemblement national, c'est à eux de chercher une majorité. Là, si on part de ces différents blocs qui sont formés, le problème, c'est un peu qu'ils sont presque à taille égale. Il n'y a pas tellement de différents. Il n'y a pas vraiment un grand qui a besoin d'un petit pour arriver facilement à une majorité absolue. Et comme c'est des blocs qui sont déjà constitués de plusieurs partis, donc déjà au sein de ces blocs, ça peut être difficile. Et ils n'ont pas la solidité d'un parti comme la CDU, le SPD, qui est quand même le
plus vieux parti de l'Europe, qui en a vu d'autres en quelque sorte, qui a toute cette longue tradition, qui sait d'où il vient et qui sait où il veut aller, au moins à peu près, hein, et qui peut supporter quelques années de coalition. En fait, au fond, le maître mot, j'ai l'impression ici, c'est la recherche de stabilité. Écoute ce que disait Olaf Scholz à l'annonce de sa coalition, donc sa coalition rouge, jaune, verte, la coalition du feu tricolore avec les Verts et les libéraux. Il répondait à un journaliste anglo-saxon qui s'étonnait justement de la nature de cette alliance. You should know Germany always has coalition governments and it was always stable. Voilà, l'argument de la stabilité avant tout. Et un très bon exemple de ça, c'est 1976. La CDU gagne très largement les élections, 48% des voix, mais la coalition sortante entre les sociodémocrates du SPD et les libéraux du FDP est reconduite parce qu'on considère que à ce moment-là, c'est la plus solide. Oui, et tu fais bien de mentionner cette campagne-là, puisque c'était une des campagnes les plus confrontatives, où vraiment c'était bloc contre bloc, où on avait cette idée qu'il y avait la gauche qui avait tendance d'aller vers l'extrême gauche, au moins ce que prétendait la CDU. Et la CDU, elle a presque obtenu une majorité absolue. C'était un grand succès pour Helmut Kohl, mais en même temps, elle s'est laissée tellement retrancher en quelque sorte, elle a poussé un peu à outrance le jeu, qu'après la campagne, le FDP n'était pas prêt de s'allier, dans un premier temps, à la CDU de Helmut Kohl et on ne voyait pas comment il allait pouvoir constituer une majorité. Et en ça, on peut tenter de comparer avec la France d'aujourd'hui, où cette confrontation entre les différents blocs est allée très loin dans la campagne et déjà avant, et on a un peu du mal aujourd'hui à voir comment on pourrait se tendre la main et travailler ensemble. Après, il ne faut pas non plus idéaliser le jeu politique allemand. Accepter les coalitions, ça va pas toujours de soi, l'art du compromis n'est pas naturel. On se souvient par exemple de la suffisance de Gerhard Schröder au soir des élections de septembre 2005, qui rejette brutalement Angela Merkel comme négociatrice en chef, et potentielle d'ailleurs chef de gouvernement. Cette archive de la télévision allemande est absolument mythique. C'est un moment qui est considéré aujourd'hui comme historique. Schröder face à Merkel. Glauben Sie im Ernst, dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge? Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen. Tu fais bien de nous rappeler cet exemple de Gerhard Schröder, qui avait commencé avec un coup de poker. Tout le monde le voyait déjà fini et tout ça, et il a presque réussi quand même à emporter son jeu. Et donc, le soir du scrutin, il arrive dans le débat télévisé, et on ne sait pas si c'est l'adrénaline ou s'il avait déjà fêté un peu trop la victoire. Il écrase oralement Angela Merkel, il dit jamais, jamais, on prend jamais. Les sociodémocrates là, vont s'associer à Merkel, mais la réalité, elle s'impose très peu après. Le SPD commence par prier Gerhard Schröder à prendre sa retraite. C'est Franz Müntefering, un vieux routard beaucoup plus calme, même s'il représente à ce moment-là plutôt l'aile gauche du SPD. Il accepte les réalités, il mène les négociations et le SPD entre en grande coalition sous la chancelière Angela Merkel. Alors cette coalition Merkel 2005, c'est la toute première dont j'ai suivi la mise en place en tant que journaliste. Après ça, j'ai connu 4 autres phases de négociation et à chaque fois, on a ce moment de tension au début, pendant quelques jours, voire quelques semaines, comme en 2005. Chacun, à ce moment-là, campe sur ses positions. Et puis, systématiquement, on l'a vu à chaque fois, arrive un moment de cristallisation, un point de bascule, un renoncement symbolique de la part d'un ou de plusieurs partis. Et là, on se dit, ok, si ça s'est tombé, c'est bon, la coalition va se faire. En 2005, c'est quand Angela Merkel accepte de ne pas revenir sur l'arrêt du nucléaire qui avait été décidé par le gouvernement précédent, entre le SPD et les Verts. En échange, le SPD valide la hausse de la TVA qu'elle demande. Je me souviens aussi de 2017. Merkel, tout d'un coup, cesse de s'opposer à l'introduction d'un salaire minimum, alors qu'elle avait bâti toute sa campagne électorale en rejetant cette mesure. J'ai encore en tête sa phrase où elle dit, bon, le SMIC, j'en veux pas, c'est vrai, mais il y a 75% des Allemands qui sont pour. Qui je suis pour empêcher un SMIC? On va le faire dans le cadre de cette grande coalition, et puis elle accepte. Et pour autant, pour le SPD en 2017, rentrer en coalition avec Merkel, une nouvelle fois, ça a été très 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 douloureux, un accouchement ultra difficile. Beaucoup disaient qu'il valait mieux être dans l'opposition plutôt que renoncer à l'ADN du parti. Vous voyez, on retrouve des échos sur ce qu'on a en France, et on a eu d'ailleurs une campagne interne extrêmement virulente contre cette grande coalition. Ça s'est joué à quelques voix seulement lors d'un congrès très agité en janvier 2018, et il y avait eu ce moment mémorable, discours de la chef du groupe parlementaire, Andrea Nahles. Werden die Bürgerinnen
Bürgerinnen und Bürger dann sagen, ach, die SPD, die macht jetzt nur noch Politik, wenn sie die absolute Mehrheit bekommt. Das ist doch Blödsinn, verdammt nochmal. C'est complètement débile de renoncer à gouverner juste parce qu'on ne peut pas appliquer notre programme à 100%, dit Nahles dans ce discours. Si on fait ça, les électrices et les électeurs vont penser qu'on est zinzin. Die zeigen uns einen Vogel. Donc, pour résumer, la recherche du point d'équilibre politique, avec des efforts à faire par tous, ça ne coule pas de source ici non plus, ça nécessite du travail et aussi de la persuasion politique. Je parlais de ce moment de cristallisation il y a quelques minutes. En 2021, pour l'actuelle coalition, c'est quand les Verts ont abandonné leur proposition de limitation de vitesse sur les autoroutes, qui était une ligne rouge absolue pour les libéraux, très 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 attachés à la liberté au volant. Et en échange, les libéraux, eux, ont accepté l'augmentation du SMIC, par exemple. On renonce à des grands principes au nom de l'intérêt général. Oui, et c'est un très bon exemple pour comprendre plusieurs choses. Il ne faut jamais s'interdire de faire des coalitions, même un peu à contre-courant. Qui aurait pu imaginer les Verts avec les libéraux? C'est vraiment quelque chose qui, a priori, ne semblait pas aller ensemble. Ensuite, il faut savoir apprendre. On parle beaucoup en France de ce fameux accord de coalition conclu en Allemagne. Ça n'a pas toujours existé, hein. C'est devenu de plus en plus compliqué à former des coalitions. Et donc, on fait ces documents de plus en plus détaillés. Ils contiennent le contenu pour gouverner pendant 4 ans et ils contiennent aussi une méthode comment faire face aux conflits qui vont inévitablement surgir et qu'il faudra résoudre en cours de route. Donc, c'est un vrai vade-mecum, un document de comment faire, et beaucoup plus que juste quelques éléments généraux, comme ça peut être le cas dans le passé, de qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. Il faut rappeler quand même que 4 ans auparavant, entre les Verts et les libéraux, ça n'avait pas été possible. Les négociations de coalition avaient volé en éclats. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Auf Wiedersehen. Voilà, mieux vaut ne pas gouverner que mal gouverner, avait dit le chef des libéraux. Après toute une série de fuites dans la presse, finalement, ces négociations, elles n'avaient pas été très franches. Et donc, en 2021, on a vraiment changé la méthode. Huis clos, pas d'indiscrétion à la presse, confiance maximale entre les participants. Et on essaye de mettre tous les égos de côté. C'est ça, la recette allemande, Stéphane ? On a vu comment ils ont essayé de rester pragmatiques, d'écarter les personnalités trop clivantes et de mettre ensemble dans une pièce, idéalement à peu près agréable, mais pas trop pour pas s'éterniser, les acteurs qui étaient les spécialistes de chaque sujet dans les différents partis. Donc sur la santé, les spécialistes de la santé, sur les finances, les experts des finances, sur les affaires étrangères, sur l'Europe, et ainsi de suite. Et ils ont d'abord négocié ce qui était possible, envisageable à 3, et qu'est-ce qui n'était pas possible. Donc, qui était tellement compliqué à trouver des compromis qu'on l'écartait, on le fera une autre fois, peut-être quand on regagne une majorité absolue, mais pas pour le moment. Sauf que depuis 3 ans, on ne cesse de dire que cette coalition ne fonctionne pas. Et à commencer par toi et moi, Stéphane, ici dans le podcast, le gouvernement Scholz, il est quand même très très poussif. On n'a pas de crise de régime, c'est vrai, mais il y a des frustrations, des colères et beaucoup de lenteur. Là, on sort encore une fois d'un nouveau bras de fer interminable pendant des semaines pour trouver un compromis sur le budget 2025. Et encore une fois, on a pu lire ici ou là que la coalition était à 2 doigts d'exploser sur cette question. Donc, on se calme. Quand on lit partout dans la presse française en ce moment qu'il faut s'inspirer des Allemands, soyons honnêtes, c'est quand même pas parfait ici non plus. Le modèle allemand a ses failles. Je crois qu'il y a beaucoup plus de gris que de noir et de blanc si on compare les deux systèmes. Et évidemment, cette recherche de compromis permanent et laborieux en Allemagne, ça empêche la possibilité d'agir de manière déterminée et rapidement. On peut le faire, on l'a vu dans la crise et au début de la guerre avec l'Ukraine, quand le gouvernement il a très vite mis sur la table ce plan de 100 milliards d'euros de soutien pour l'armée, puis de 200 milliards de soutien pour l'économie allemande. Donc ça peut fonctionner hein, quand il y a urgence, mais derrière tout ça se pose la question de la légitimité. Et les partis, ils ont un devoir permanent de pédagogie, d'expliquer pourquoi une position maximale ne peut pas être imposée, pourquoi il y a d'autres positions à prendre en compte, à respecter, et pourquoi l'intérêt général, c'est pas l'intérêt d'un petit groupe. Bon, là, on se dit que ça va être très, très, très compliqué en France, quand on voit tout ce qui se passe depuis la soirée électorale. D'ailleurs, dans la presse allemande, on a vu beaucoup de caricatures, de dessins qui reprennent l'image du village gaulois, avec tout le monde qui se tape dessus à coups de bouclier. Pourtant,
Au fond, Stéphane, pour réhabiliter un peu la France, là, trouver des synthèses, faire des alliances, c'est pas forcément totalement incompatible avec cet esprit de Gaulois frondeur. Dans le passé, on a eu quand même des exemples de majorité plurielle, la gauche plurielle de Jospin par exemple, même l'UMP de Sarkozy, qui regroupait des gaullistes, des libéraux. On sait faire en France. Il y a un art français de la synthèse. Tout à fait. Et, on doit prendre l'occasion de revenir un peu sur la comparaison des systèmes politiques. Hein. C'est pas dans l'ADN, c'est pas génétique que le français en soi soit incapable de faire une coalition. Donc, chaque système a sa logique, suit ses propres logiques institutionnelles et ça donne une culture politique. Dans le cadre français, la gauche, elle a réussi à mettre ensemble 4 ou 5 partis qui n'étaient pas très proches. Qui imaginerait en Allemagne que Die Linke puisse coopérer avec les SPD et les Verts et puis les communistes qui ont fait scission de Die Linke? C'est complètement impossible. Et pourtant, ils ont réussi en très peu de temps avant ces élections pour s'accorder un peu sur les différentes circonscriptions. Donc ça, c'est une logique de ce système qui impose des compromis, comme le système allemand impose des compromis, mais plutôt après les élections. Et la question, c'est un peu comment on peut aller plus loin maintenant dans le cadre français pour quand même permettre de travailler ensemble, soit sous forme de coalition, soit sous une autre forme. On peut s'inspirer d'autres pays, évidemment, dans les pays scandinaves, en Allemagne, mais on peut surtout pas transférer un par un les leçons d'un pays à l'autre. Évidemment, c'est pas du tout notre intention ici de dire qu'il faut que la France devienne une Allemagne bis, mais il y a quand même, je pense, un changement de mentalité à opérer de la part de la classe politique, mais aussi des électrices, des électeurs et, mais à culpa, des médias français. On est complètement en permanence en train de se demander qui sera l'homme ou la femme providentielle. Là, en ce moment, on est focalisé sur qui sera le prochain locataire de Matignon, ou la prochaine d'ailleurs, alors qu'il faudrait peut-être plutôt se demander quelles seraient les qualités de cette personne. Faire son portrait robot avant de citer des noms. Et ça renvoie à ce que tu disais en fait tout à l'heure, sur les négociations menées par des spécialistes des sujets plutôt que par les chefs de parti. Dans l'accord de coalition, on se répartit les portefeuilles ministériels, mais ensuite, chaque parti a les mains libres pour désigner tout seul la personne qui deviendra ministre. Ce n'est pas le chancelier qui choisit, alors ça évite les tractations politiciennes, les renvois d'ascenseurs et dans une moindre mesure le copinage. Je dois dire que ça me surprend toujours beaucoup, mais après tout, ça fait sens. Et ça fonctionne assez bien puisque ça responsabilise chacun. Tu vas pas mettre le gars qui est le plus à l'extrême, à la gauche ou à la droite, pour réussir comme ministre dans une coalition comme ça. Il faut quelqu'un qui est capable de porter ensuite, d'incarner l'esprit de cette coalition. Donc, chaque parti est responsable de mettre la bonne personne, sinon il risque que les résultats négatifs lui retombent dessus. Et tout ça a aussi son fondement même dans la Constitution. Dans la Constitution, c'est prévu que chaque ministre gère son portefeuille en autonomie. Et le chancelier et les autres n'ont pas le droit d'intervenir. Le chancelier, il a juste une compétence tout à la fin, si vraiment il y a conflit entre plusieurs ministères, de décider et de trancher. Et puis, il ne peut pas faire ça trop souvent, puisque sinon, il perd toute son autorité. En principe, il laisse faire ses ministres. Et il y a toute une mécanique du gouvernement autour qui est faite pour ça, pour trouver des compromis, pour chercher à quand même aller de l'avant, mais tout en respectant les uns les autres. Enfin, parfois, on a quand même des grosses erreurs de casting avec des personnalités complètement fades ou pas à la hauteur des enjeux politiques. Je pense par exemple à la première ministre de la Défense de ce gouvernement Scholz. Elle a juste tenu 1 an. Lafontaine, il est un bon exemple. C'est Oskar Lafontaine qui arrive au pouvoir. Il ne peut pas devenir chancelier puisque c'est Gerhard Schröder qui a gagné le duel en interne, mais il devient son plus important ministre pour les finances. Et puis, au fait, ça fonctionne pas du tout au sein du gouvernement rouge-vert. Alors, il n'y a pas trop de distance idéologique, mais quand même, il est l'électron libre qui ne peut pas vraiment s'intégrer dans cette logique de coalition. Et Oskar Lafontaine, il quitte assez vite, spectaculairement, cette coalition et il fonde par la suite Die Linke, un mouvement qui a inspiré un certain Jean-Luc Mélenchon par la suite. Donc on l'a bien compris, plus important que les personnes, c'est le contenu et l'esprit de la coalition. Mais tout de même, il faut préciser ici que les électrices, les électeurs allemands ne sont pas complètement maintenus dans le flou, contrairement aux Français. Généralement, les partis désignent très clairement, avant ou pendant la campagne électorale,
Qui sera à la tête du gouvernement en cas de victoire? On ne sort pas un chancelier du chapeau au dernier moment comme le président de la République peut sortir un Premier ministre surprise du tiroir de son bureau. Ici, les électeurs, les électrices, en fonction du parti pour lequel ils vont voter, eh bien, ils savent très clairement s'ils soutiennent tel ou tel à la chancellerie. La dernière fois, par exemple, le candidat de la CDU était faible, pas du tout convaincant, et c'est ce qui a permis à Olaf Scholz de se profiler comme successeur de Merkel. D'ailleurs, si on revient à elle, Angela Merkel, reine absolue des compromis, star des coalitions, oui, mais quand même, sa personnalité, son caractère, sa forme de leadership, tout ça, ça a quand même joué dans sa popularité, dans sa longévité, dans ses succès politiques. Angela Merkel, c'était un personnage, et c'était un personnage très allemand en quelque sorte. Il paraît qu'elle échange encore des SMS avec Emmanuel Macron, donc il peut demander conseil, mais je crois plutôt que c'est quelque chose qui ne fonctionnerait pas en France. Mais son pragmatisme, ça c'est quelque chose dont on peut s'inspirer, de comprendre que toutes ces mesures qu'on veut imposer, c'est pas la vie et la mort, c'est des mesures politiques momentanées. Il y aura d'autres acteurs après nous. Angela Merkel était toujours très modeste. Dans cette perspective, la trace dans l'histoire, c'est pas à moi de m'occuper, on verra ça plus tard. Je fais de mon mieux, de mon maximum. On va essayer de bien gouverner ensemble et ensuite, il y a d'autres qui vont prendre la relève. Et ça, cette modestie, c'est peut-être quelque chose qui peut être de bons conseils. Pour finir, je ne vais pas tomber dans la caricature de la journaliste française et te demander qui pourrait maintenant être le ou la Merkel française. Mais tout de même, Stéphane, si tu avais un ou deux conseils là à envoyer vers Paris, quels seraient-ils? Pour commencer, je dirais, en tant qu'Allemand, je suis toujours très prudent quand je dois donner des conseils aux Français. C'est règle de base. Ensuite, deuxièmement, on peut essayer de comparer ce système. C'est très difficile. On l'a vu tout au long de ce podcast qu'il y a quand même des particularités, mais il y a quelques éléments assez simples. C'est cette modestie, c'est de ne pas trop se prendre pour important et de chercher un compromis, puisqu'en fin de compte, on est peut-être adversaire dans la politique, mais on ne devrait pas être ennemi dans la République. Merci beaucoup Stéphane. Et qui sait, peut-être que l'effet de miroir va s'inverser dans les prochains mois entre la France et l'Allemagne, et que Paris sera un laboratoire politique pour certaines régions de l'Est ici, où on vote très vite, en septembre, et où les sondages donnent à ce stade le parti d'extrême droite AfD en tête. Premier parti, sans doute, on verra après les élections, mais sans partenaire pour gouverner. Et donc dans ce cas-là, il faudra que les autres partis montent des alliances hétéroclites très larges pour assurer une majorité, pour faire barrage façon front républicain à la française peut-être. En tout cas, je vous donne rendez-vous à la rentrée pour suivre tout ceci avec nous. Les premiers épisodes de l'automne sont déjà financés et ensuite on verra si l'aventure se poursuit. Merci au Fonds citoyen franco-allemand qui a permis de produire cette saison. Le podcast avec un K revient début septembre. Je m'appelle Hélène Cole avec un K et je vous dis à bientôt. Bis bald.